Dès qu'il y a du pouvoir, de la notoriété et de l'argent, ça reste des climats où c'est pas forcément super évident d'évoluer. Ou même de bien s'y sentir. Ça reste un monde à part. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que le football a évolué complètement. Avant, vous aviez des présidents qui étaient, que c'était leur club, leur vie, ils mettaient leur deniers personnels, etc. Aujourd'hui, ce sont des actionnaires qui sont là pour faire de l'argent, qui vont faire 2 ans, 3 ans. D'autres vont venir avec des personnes de confiance, et ce qui est complètement normal. Et ça tourne tout le temps. Donc ça reste quelque chose de très compliqué. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette 2e saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur 2, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas 1, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. T'as déjà fait un podcast ? Non. C'est le premier. Putain, j'ai cette chance-là en plus. Je vais découvrir. Ouais, je vais te faire découvrir. Donc, premier podcast, pas trop stressé ? Non, on est parti alors. On est avec Sébastien Pennacchio sur le podcast. Sébastien est entraîneur au LOSC et il dira quelle est sa fonction exacte, mais moi je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais lui laisser la parole. Mais avant de démarrer, c'est devenu un petit rituel sur le podcast, on va démarrer par ce fameux portrait chinois. Et avant tout, je vais peut-être te laisser dire bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Bonjour à tous. Donc je vais démarrer par les classiques. Si je te dis un lieu. Luchin. Alors pour ceux qui ne sont pas footballeurs ou footballeuses ou passionnés de football, c'est le centre d'entraînement du LOSC et à mon avis tu y passes un petit peu de temps. C'est pour ça que c'est le premier truc qui vient. Forcément. Si je te demande un plaisir gourmand. La pizza. Ah, une pizza. Une pizza en particulier ? La Diavola. Je laisserai les spécialistes aller voir ce que c'est. Si je te demande une passion ou un passe-temps. Une passion, le foot. Un passe-temps, le jardinage. Ah, ça permet de... Ouais, c'est le seul endroit où je pense à rien. Ah, c'est top. Voilà, top. Donc ça c'est super. Et si je te demande une rencontre qui aurait fait un tournant dans ta vie ou une personnalité, tu choisis lequel des deux ? Il y a beaucoup de personnes qui ont compté pour moi jusque maintenant, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres dans les années à venir. Mon côté familial, ma femme, parce que je l'ai rencontrée à 16 ans. Et côté professionnel, j'ai envie de dire le manager actuel du centre de formation du LOSC, Jean-Michel Vandamme. Ok. Et donc maintenant qu'on a commencé à faire connaissance avec toi, avant de nous expliquer ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de où tu viens, quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui ? Je suis né à Tourcoing, j'étais un Tourquenois, donc j'habitais en face du stade Van de Vegat, donc forcément je me suis mis vite à taper dans le ballon, donc dès que j'avais un peu de temps, je passais ma vie au stade. Donc tu y allais comme ça avec ton ballon. Je traversais et puis quand c'était fermé, je passais au-dessus du mur. Enfin voilà quoi. Donc j'ai passé quelques belles années à Tourcoing au TFC à l'époque et puis ensuite j'ai été recruté par le LOSC. D'accord. Donc rapidement. À quel âge à peu près ? 13 ans. Ouais. Donc rapidement je suis parti. Par contre je continuais à dormir chez moi. Il y avait une navette qui venait me chercher devant le stade à 7h du matin et nous redéposait à 20h. Donc 13-14 ans, ça fait déjà des belles journées. Donc on allait à l'école le matin et l'après-midi on avait entraînement. Donc voilà, depuis que j'ai 13 ans, je suis maintenant dans le foot.
D'accord. Et quand tu dis école le matin, c'était dans un collège particulier adapté qu'avec des gens... En fait, on était en section sportive, donc j'étais au collège Carnot. D'accord. Et il y avait des GRS, il y avait... Des gens qui jouaient de... Oui, Ouais, c'était, ok. voilà, on était une classe un peu spécifique. Ok. Et puis l'après-midi, on avait un petit laps de temps pour pouvoir faire les devoirs. Et ensuite, on enchaînait par les entraînements à Grémont-Pré-Joris à l'époque. Ouais, exact. Pour ceux qui ont connu. Ouais. Qui étaient Il n'y a plus de stade, il n'y a plus rien. Voilà, près de la citadelle, maintenant, il n'y a plus rien. C'est ça. Du tout. Et donc, à 13 ans, quand on vient de chercher, quand le LOSC vient de chercher, est-ce que déjà, il y a des idées dans ta tête ou c'est plutôt, on verra bien? Aucune idée, ouais. Aucune aspiration de devenir footballeur professionnel. Voilà, c'est juste, je signe au LOSC où je vais pouvoir m'entraîner plus souvent, jouer avec des meilleurs joueurs, et puis voilà, et surtout, j'oublie pas l'école. Mm-hmm. Et je me dis que si je peux par la suite revenir à Tourcoing, qui était à l'époque en CFA2, et avoir un petit métier à la mairie, ça serait très bien. Ok. Et juste une parenthèse, tes parents faisaient quoi comme métier? Parce que c'est important pour se dire c'est faisable en fonction de quel que soit notre statut social. Ma mère ne travaillait pas, elle était mère au foyer. On est une famille de 4 enfants. Et mon père était dans tout ce qui était réparation de grandes pompes pour les entreprises. Donc voilà, milieu ouvrier, Okay. mon père italien qui arrivait à 10 ans. Ok, pas de prédisposition entre guillemets à... Aucune, pas de footballeur dans la famille, D'accord. les frangins qui taquinaient un petit peu, mais rien de spécial, donc voilà, aucun lien avec le foot au départ. D'accord, et donc quand à 13 ans on arrive dans cette section, est-ce que tout de suite tu découvres une équipe ou est-ce que tu sens de l'ambition particulière chez d'autres et tu t'adaptes? Comment ça se passe un petit peu les premiers pas? Non, je pense que j'ai eu la chance de vivre à une époque qui est complètement différente de celle dans laquelle on vit. On en parlera, effectivement. Ouais, qui est complètement différente. Non, je sens juste des meilleurs joueurs qui... Après, à l'époque, le club aussi était en Ligue 2. Oui. Effectivement. C'était quand même pas le LOSC d'aujourd'hui, n'avait pas le même palmarès, etc. Donc voilà, un club qui restait à l'époque encore assez... qui était très familial. Ok. Et à quel moment tu sens la bascule, c'est-à-dire le côté, je peux en faire autre chose que juste un petit loisir? Est-ce qu'il y a un âge particulier dans lequel tu commences à sentir, je peux faire un petit truc du foot? En 15 ans, je suis sélectionné en équipe de France, donc c'est peut-être à un moment donné quelque chose qui me fait peut-être penser que je pourrais faire quelque chose dans le foot. Mais toutes mes années de formation, je passe 5 ans au centre de formation du LOSC et j'ai peut-être manqué à ce moment-là peut-être un peu d'ambition. D'accord. Voilà. Ok. Quand tu dis manquer d'ambition, ça veut dire... De me dire que j'allais peut-être pas pouvoir réaliser mon rêve alors que je faisais partie des joueurs à potentiel au centre de formation à ce moment-là, mais il m'a peut-être manqué où j'avais peut-être ce côté justement peut-être un peu trop terre à terre. Ok, t'étais réaliste. Ouais. Et tu t'es... Ok. Et une question, on en a pas parlé, tu jouais à quel poste? Milieu de terrain. Milieu de terrain, ok. Et quand tu es sélectionné en U15, est-ce que aujourd'hui, il y a des noms qui parlent aux gens dans les U15 que tu aurais croisés? C'était Jérémy Aliadière, ça a été l'un des premiers à signer Arsenal, donc à partir à l'étranger. C'est la génération Toulalan, Badiane derrière. Ça permet déjà de situer un petit peu. C'est la génération 83. Ok, donc après, au centre de formation, j'ai rencontré d'autres joueurs de ma génération, dont Franck Ribéry, qui fait partie de ma génération, Arnaud Balijon, qui a fait une carrière, José Saez, Stéphane Dumont, Matmou Silou, il y en a eu beaucoup. Ouais, pas mal de gens qui ne parleront peut-être pas pour ceux qui écoutent le podcast, mais en tout cas pour moi ça me parle, donc c'est cool, je situe un petit peu. Et donc, quel est le moment où tu te rends compte que ça va être, puisque ça a été ton métier, footballeur professionnel, à quel moment tu sais que ça y est, là c'est parti, ça va être ton métier? C'est à partir du moment où je signe à Moucron, en fait. Après mes 5 ans, je signe directement à Moucron et je me retrouve dans le groupe professionnel. Donc à partir de ce moment-là, ça y est, je suis devenu footballeur professionnel. Ok. Faut expliquer que Moucron, c'est donc une ville frontalière en Belgique et que à l'époque, c'était déjà un... Non, pas encore. Non, pas du tout. Non, c'était un club complètement à part. D'accord. Le club du LOSC me propose un contrat stagiaire et moi, je voulais absolument un contrat esport à l'époque.
qui était une durée de 3 ans. Mhm. Et on ne trouve pas d'accord. Il reste sur le stagiaire et moi, je décide de partir à Moucron. Moucron qui, voilà, comme tu l'as dit, un club frontalier. Mhm. Pour la petite anecdote, j'avais pas encore le permis, j'y allais en vélo. Donc, de Tourcoing, Ouais, je devais être le seul joueur du groupe professionnel arrivé en vélo. Et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, je sais que ouais, tu vas en j'ai faire basculé. ça. Et une question à laquelle tu peux ne pas répondre. À cette époque-là, un premier contrat en Belgique, c'est rémunéré à peu près combien pour que les gens aient une notion un petit peu de se dire ok, pas le foot ultra business comme on le connaît aujourd'hui. Non, si mes souvenirs sont bons, je gagnais 1 200 €. D'accord. À Moucron à l'époque, 1 200 €. Et pour être transparent, à Lille, j'avais 500 € par mois. Ok. À 17 ans, mais c'était quelque chose de très très bien. Bien sûr. Mon père gagnait 6 500 francs et moi je gagnais 3 000 francs. Ouais, bah ouais. Donc c'était déjà top, quoi. Bah, c'est en fait une forme de contrat étudiant en jouant au foot, donc c'est top, ça. quoi. Ça se prend. Ça se prend. Et tes premières années à Moucron, elles se passent comment ? Je passe qu'une année, je signe 3 ans et au final je fais qu'une année, elle se passe pas bien. Ouais. Elle se passe pas bien, je découvre un vestiaire d'adultes, donc ça je passais des 17 ans nationaux du LOSC à un groupe senior et c'était complètement différent. À l'étranger, parce que les gens, pour les nordistes, on a l'impression que c'est juste à côté et que c'est la France, mais non, il y a bien une barrière et on passe à l'étranger. Et donc voilà, là, je joue pas. Je joue pas du tout une minute, je fais 2 ou 3 bancs chez les professionnels, mais je joue pas et à la fin de l'année, je craque. Normal. Je craque et je coupe mon contrat. Ok. Et donc là, quand tu décides de couper ton contrat, c'est quoi le sentiment qui prédomine dans ta tête ? Tu te dis, bon, bah, j'aurais essayé, et puis vu que tu parlais du fait d'être terre à terre. Non, je me dis que je vais retrouver. Ouais. Je me dis que je vais retrouver, sauf que ça devient très difficile. Mhm. Et donc à ce moment-là, je coupe complètement et je redépose un dossier pour faire un BTS en France. J'avais eu le baccalauréat et à l'époque, il y a une personne, Jean-Paul Delporte, qui m'emmène à l'essai. Il me dit, viens, on va aller faire un essai à Calais. Et donc je fais un essai à Calais donc l'année 2001, qui vient de faire la finale de la Coupe de France juste avant. J'allais dire. Et pour la petite anecdote, en fait, quand ils font la finale, nous on fait la finale de la Gambarde avec le LOSC juste avant. Wow. Donc je me retrouve 2 ans après à l'essai avec les mecs que j'ai vus sur le Stade de France lors de la finale face à Nantes. Donc voilà, je fais un essai, ça se passe bien et je signe 2 ans. Et donc là, Calais, ils sont en CFA2. CFA2. Okay. CFA2, on monte sur la première année et sur la deuxième année, ça se passe bien aussi. Et puis voilà, quoi. Ok. Et là, en l'occurrence, en termes de... T'es professionnel en CFA2 ou... J'en vis, ouais. Je gagne 1 800 €, tu vois, donc... Okay. J'ai 20 ans, je gagne 1 800 €, je joue au foot. Donc voilà, je suis très content déjà d'avoir rebondi dans un club comme ça. Doute. Ouais. Parce que c'était le club un petit peu dans lequel il fallait jouer dans la région à un moment donné, parce qu'on remplissait Julien Denis, il y avait une ambiance assez incroyable. C'est un endroit où, sur le plan humain, où j'ai le plus appris. Je me suis construit à Calais. D'accord. En termes de valeurs humaines, en termes de savoir ce que c'était... la vie de groupe, etc. Donc ça a été des années, j'en ai passé 5 en tout. Il y a eu une petite coupure où j'ai joué 2 ans à Gap, mais où je me suis éclaté, quoi. Ok. Là, ce que tu veux dire, dis-moi si je me trompe, mais c'est que tu as été bien accueilli et les gens t'ont aidé à grandir, entre guillemets. Oui, j'ai été pris, il y a Jocelyn Merlène à l'époque, le latéral droit, qui m'a pris un peu sous son aile et voilà, il m'a soutenu, il a fait en sorte que je m'intègre vite. Et puis après, ça s'est bien passé, quoi. Et puis là, tu as joué. Et là, j'ai joué. J'étais entouré de joueurs d'expérience, Réginald Beck, Christophe Hogard, voilà, tous les finalistes. Et je me suis éclaté. Justement, tiens, une petite parenthèse par rapport à ça. Tu m'as dit que tu avais connu ta femme jeune, donc ça veut dire beaucoup de mouvements de vie. Comment ça se passe parce que ça, on n'en parle jamais, entre guillemets. Alors, bien sûr que... On entend parler de stars du foot avec des millions, donc la question, elle ne se pose pas. Mais quand il n'y a pas les millions et qu'on doit bouger beaucoup, comment ça se passe ? Eh ben, elle m'a suivi. Ouais. Elle m'a suivi. Elle est institutrice. D'accord. Donc au début, il y a eu une période où elle a posé une disponibilité. Et puis, elle m'a suivi. Elle s'est mise aussi à travailler. Et puis voilà, quoi. Ok, donc une vie de famille normale. Normale, ouais. Ok. Et une fois que donc il y a ces 5 ans à Calais, avec cette coupure à Gap, qu'est-ce qui se passe après dans ta carrière ? Je signe à Bayonne. Je signe à Bayonne, je signe 2 ans. Ma femme vient, elle est enceinte du 2e. D'accord. Donc
Donc mon fils est basque, né à Bayonne, et puis pareil, 2 ans en national encore, donc en tout j'aurais passé 4 saisons dans le championnat national. Découverte d'une région, d'un état d'esprit, et puis ça se passe aussi super bien, quoi. Et donc, quand tu dis découverte d'un état d'esprit, c'est pareil, t'es pas pris en grippe par le vestiaire ou autre, parce qu'on sait que des fois, un nouveau, ça peut arriver. Non, pas du tout, parce qu'on était plusieurs à arriver, donc non, et puis après, j'ai beaucoup plus d'expérience aussi, donc l'adaptation se fait bien, et puis j'ai rapidement compris comment il fallait faire pour pouvoir s'intégrer. Et justement, c'est quoi les petits trucs que tu aurais à donner, les trucs d'anciens que tu aurais à donner pour bien s'intégrer dans un vestiaire? Qu'il faut toujours respecter les gens qui étaient là avant vous, déjà, et il faut s'appuyer sur eux, pas venir en espérant tout changer, et au contraire se mettre quelque part avec les cadres de l'équipe, plus être un soutien qu'autre chose. Merci pour ces feedbacks, ceux qui écouteront pourront prendre. Et après Bayonne, il se passe quoi? Et après Bayonne, je rentre en contact avec le LOSC. Donc à l'époque, c'est Rachid Chiab qui est à la réserve du LOSC, qui était mon formateur quand j'étais petit. Et puis il cherche des joueurs d'expérience pour pouvoir encadrer la réserve, parce que le championnat national 2 est compliqué. C'est vraiment un championnat où quand vous jouez très très jeune, la preuve avec Lens là, qui va être rétrogradée, c'est difficile de s'y maintenir. Et donc il cherche à l'époque, à un moment donné... des joueurs avec un peu plus d'expérience, qui connaissent bien le club, et moi je coche toutes les cases, et puis je retourne à Lille. Donc tu as quel âge là à peu près? J'ai 27 ans. 27 ans, ok. Donc, j'ai 27 ans, on est en France, Marseille le fait, le PSG le fait. Quand tu dis ces clubs-là le font, ils prennent quelques joueurs expérimentés pour pouvoir apporter un peu de soutien aux jeunes lors des matchs de championnat, quoi. Okay. Donc je suis à Bayonne en national, je me retrouve en 2011 donc à Lille, qui vient d'être champion de France. Oui, exact, en plus. Qui vient d'être champion de France, ouais, donc pareil, une année extraordinaire. Le club, c'est plus du tout le même. On est rentré, il vient d'être champion de France, c'est Luchin, c'est plus Grimont-Pré-Joris. Et là, je passe une année top, vraiment, où je me rappelle, j'étais à Bayonne encore il y a 6 mois, et 6 mois après, de temps en temps, Rudy Garcia m'appelle pour aller m'entraîner avec les joueurs champions de France. Donc là, pour moi, j'ai 27 ans, mais on dirait un gosse de 17 piges, quoi. Justement, quand la première fois on vient te voir en disant que tu peux venir t'entraîner, comment tu réagis? Est-ce que tu fais genre oui, normal, et en fait au fond il y a une explosion, il y a un feu d'artifice? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut pas. Voilà, c'est ça. Bon, je connaissais quelques joueurs, donc je pouvais pas montrer mon enthousiasme comme ça, mais au fond de moi, oui, c'était putain, t'es là quand même. Au-delà de ce feu d'artifice, quand tu t'entraînes avec eux et que tu as fini la séance, est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis ça c'est je coche la case, ou est-ce que c'est j'espère pouvoir y revenir, c'est quoi l'état d'esprit? Non, c'est j'espère y retourner. Ouais. Mon cas il était bien, comment dire, tout était bien cadré. Ça avait été clair, ma situation était vraiment... J'étais là pour encadrer les jeunes joueurs. Ouais. Il n'y avait aucune espérance de pouvoir jouer avec la Ligue 1. Et donc voilà, je pense que ça c'était important, parce que sinon j'aurais pu avoir tendance à me laisser aspirer avec mon ambition, et oublier la tâche pour laquelle j'étais venu. Donc tu profites presque encore plus, puisque tu sais qu'il n'y a pas de pression en fait. C'est ça. Tu viens pour être le joueur de complément, mais en tout cas tu profites de cet entraînement. Voilà. À cet âge-là, tu envisages déjà d'autres choses pour l'avenir de ta carrière? Comment tu fonctionnes dans ta tête, puisque on t'a clairement dit que tu étais un joueur pour la réserve? Est-ce que tu te dis je continue à garder des ambitions pour aller jouer au-dessus? Comment tu fonctionnes? Non, ça y est, je suis rentré dans ma région, et c'était avec dans ma tête d'avoir un projet de reconversion. D'accord. De reconversion. Par contre, je mange toutes les minutes d'entraînement. Enfin, je travaille beaucoup plus que j'ai pu le faire jusque maintenant, dans des structures top, et je m'accroche. Et justement, une question pour ceux qui seraient un peu dans un profil similaire au tien aujourd'hui. Alors, on en parlera justement. Peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui raisonnent comme toi tu raisonnes, puisque je pense clairement qu'on le sent. C'était clair pour toi, tu as les pieds sur terre, mais justement, dans ces entraînements, est-ce que tu observes un peu plus comme si tu te projetais et que tu regardais un peu plus l'entraîneur? Des fois, on le dit, il y a des joueurs comme ça qui, quand ils savent que leur envie, c'est de devenir entraîneur, ils observent tout, ils mangent tout. Ils mangent presque plus comme s'ils étaient entraîneurs adjoints que comme joueurs. Est-ce que c'était ton cas? Bah oui, avec la réserve, clairement, j'ai eu l'impression d'être un entraîneur adjoint sur le terrain, en fait. Donc, de par mon âge, ma personnalité, je coachais sur les entraînements ou pendant les matchs, comme si, quelque part, j'étais le relais du coach, quoi. Ouais.
J'étais le relais du coach. Et à cet âge-là ou à ce moment-là, est-ce que tu en profites pour prendre des responsabilités de bénévole, entre guillemets, pour entraîner des jeunes, ou est-ce que c'est pas prévu? Mais ça viendra par la suite, en fait. D'accord, ça vient après. Ça vient par la suite. Je fais 1 an et demi avec la réserve. Mhm. Et en fait, le club, à cette époque-là, achète Moucron. Rachète oui. Moucron et devient le club filial qui est en D2. Et au mois de janvier, le coach de la réserve part à Moucron pour pouvoir essayer de réaliser sur les 6 derniers mois l'objectif, qui est de monter le club en première division. Et il prend 3 joueurs, donc Nicolas Pérez, Thibaut Père et moi-même. Mhm. Et on part au mois de janvier là-bas en Belgique. Donc tu on est retournes prêté. à ton Et je premier retourne, club. c'est ça, 10 ans après, Ok. à peu près. Donc je reviens 10 ans au LOSC après. Et je reviens 10 ans après à... Il y a un truc avec le 10. Ouais, il doit y avoir quelque chose. Et à Moucron. Et là, après un scénario fou, lors du dernier match de barrage, on accède à la première division. Waouh. Et tu es un des joueurs... Et je suis un joueur cadre, entre guillemets, de ce projet-là. Donc j'avais quitté le club par la petite porte. Et aujourd'hui, j'ai fait partie des gens qui l'ont remonté dans l'élite. Même s'il est redescendu l'année dernière. Mais voilà, j'ai vécu ça comme une petite revanche. Ouais, je me doute. Et c'est quoi ton meilleur souvenir sur ces 6 mois-là? Parce que ça... Dernier match, le scénario, il fallait que... On est monté avec une chance incroyable. Mm-hmm. Donc le scénario a fait que ça duplique. Enfin, les émotions étaient beaucoup plus fortes, quoi. Ouais, je me doute. Dans le vestiaire, en plus, toi, il doit y avoir en plus la petite pensée de bien dire... sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, et donc après je reste 1 an, on reste encore 1 an, on fait 1 an en première division en Belgique, et là pareil, on accède au maintien en fin de saison, et ça reste une année où j'ai gardé plein de souvenirs. Et dans ces souvenirs, est-ce que tu as des moments de difficulté, justement, parce que là on parle des bons moments entre guillemets, même si Moucron au début ça a été difficile. Est-ce que tu as des moments de difficulté où tu t'es dit je m'accroche et je continue à y croire? Ouais, il y a une période où je joue plus. Ouais. Il y a une période, on fait le premier match en Anderlecht lors de la première journée. Je passe à travers, je sors à la 60e. Et après, il y a quelques semaines comme ça où je joue plus, où je suis même plus dans le groupe. Des fois, je suis 19e, 20e, là, tu dois aller en tribune. Et donc, c'est le coach quand même qui m'a fait revenir à Lille, avec lequel on n'a pas besoin trop de se parler pour se comprendre. Mais je lâche pas. Ouais. Je lâche pas, et à un moment donné l'équipe est en difficulté, et puis je rentre dans l'équipe, et à ce moment-là je fais rebasculer la deuxième partie de saison, quoi. Quand tu dis que tu lâches pas, c'est au niveau des entraînements, mais c'est aussi dans l'échange avec le coach, tu continues à rester impliqué ou... Non, parce qu'après on n'a jamais eu de relation extra sportive ou autre, donc ça change pas. Par contre, je travaille, je continue je sais qu'il faut que je sois prêt le jour où on m'appelle. Ok. Voilà, pour pas ressortir une nouvelle fois, il faut être prêt. Et c'est ce qui est le plus dur quand on joue pas, en fait. Ok, c'est ce que tu veux dire, c'est pas te laisser happer par le moment présent qui fait que c'est difficile, et il faut garder cette envie. Et donc à l'issue de cette saison où vous vous maintenez, est-ce que toi il y a une envie particulière de continuer, une envie d'arrêter, une envie de changement? J'ai hésité, mais il me restait encore un contrat à Lille, et j'ai encore une fois le côté terre à terre, me dire voilà, retourne à Lille parce qu'il y aura une reconversion derrière, et donc arrête-toi là. D'autres sont restés, les 2 qui étaient venus avec moi, ils sont restés, et moi par contre je repars à Lille. Ok, donc tu repars en réserve? À Lille, c'est ça, on redescend, ils sont en CFA2 à l'époque, on refait l'accession, on remonte en National 2, et sur la dernière année, je fais un DU Management des clubs sportifs, et je fais le lundi soir, je commence à faire les séances à l'éveil. On refait une année en CFA, donc en National 2, et puis après j'enchaîne avec le job d'éducateur. D'accord. Et quand tu dis job d'éducateur, c'est pour t'occuper de... 14 ans. 14 ans. Dès 14 ans, ouais. Okay. Donc je suis à temps plein au club et je commence ma carrière d'entraîneur. Ok. Toi qui as démarré au LOSC à 13 ans, là tu t'occupes de jeunes de 14 ans. C'est quoi l'écart que tu vois entre les générations? Ça fait un peu les vieux cons qui parlent sur un... déjà, ils ont tous les mêmes tenues. Parce que nous, on n'avait pas. Donc déjà, c'est ça. Non, c'était... je vois pas beaucoup d'écart. D'accord. Ils ont déjà beaucoup plus d'ambition que nous à l'époque. Ils savent déjà dans quel système ils rentrent. Il y a les parents, l'entourage, qui est un peu plus gênant. Mes parents, moi, par exemple, et les parents de mes potes, ils faisaient jamais attention. Ils allaient jamais taper là pour l'entraîneur
si ça n'allait pas, ni de me réclamer quoi que ce soit en termes de contrat. Là, c'est ce côté-là qui change. Toi, tu es obligé de te retrouver un petit peu dans la situation d'être bon dans les relations avec ces personnes-là, parce que tu sais que ça peut jouer aussi. Ou est-ce que dans ce DU, justement, donc ce diplôme universitaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on t'apprend aussi un peu cette posture-là des objections que tu peux avoir des parents ou pas du tout? Non, ça faisait pas partie de la formation, du contenu de formation. Après, j'avais passé un BEF, j'avais passé un BE aussi au foot. Donc, c'est plus lors de ces formations-là que j'ai appris. Ça reste de l'intelligence relationnelle. Ouais. Parce que là, pour expliquer aux uns et aux autres qui écoutent, c'est qu'on touche à de l'émotionnel énormément, puisqu'on est dans l'enfant, donc le parent avec l'enfant. Des fois, le parent projette de la réussite à travers l'enfant. Puis on va pas se mentir, il y a aussi cette idée de dire peut-être il va devenir une star, et puis voilà, tout ce qui va avec. Donc oui, toi, tu es à un âge charnière, là, 13-14 ans. Ouais, et puis c'est une catégorie, la préformation, j'ai fait ça 2 ans, c'est très complexe. Il y a 20 cm d'écart entre les gamins, il y a 20 kilos. Se projeter, c'est très compliqué. Parce qu'il y a pas mal de maladies de croissance aussi, Osgood, la maladie sévère aussi, c'est vraiment c'est pas un âge facile. Pour faire juste une parenthèse, la maladie Osgood par exemple, c'est une maladie de croissance qui fait que normalement le gamin doit arrêter tout sport pendant 6 mois. Donc quand vous annoncez ça à un gamin qui a des ambitions, c'est pas facile. Oui, et puis ils savent qu'ils sont dans un club professionnel, qu'il va y avoir il y a entre guillemets, alors j'aime pas dire ça parce que c'est pas trop le cas en préfo, mais il y a le couperet quand même à la fin. Et c'est l'histoire de la pyramide. Au plus on monte, au plus au moins il y a d'élus. C'est logique. Et ma question, c'est que là, est-ce que tu sens l'esprit de compétition plus marqué que ce que toi t'as connu, ou est-ce que ça reste l'idée de l'ambition du groupe pour avancer? Non, je ressens pas ça, parce que c'est aussi le comportement de l'éducateur qui fait que. Donc voilà, nous on était vachement basé sur le jeu, l'aspect résultat ne primait pas. Et quand tu commences cette nouvelle carrière, c'est quoi les premières difficultés que tu rencontres, qui peuvent servir à d'autres qui se disent tiens, je veux devenir éducateur après avoir fait une carrière dans le foot? C'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées? L'expérience. J'ai pas d'expérience, j'ai un cahier d'exercice, il y a quasiment rien dedans. Par contre, c'est 2 années enrichissantes parce que je dois faire 10 séances par semaine. Donc je bouffe du terrain, et au final c'est là que tu apprends. Donc ça, c'est vraiment si je pouvais donner un seul conseil, c'est ça, passer du temps sur les terrains. Et puis voilà, après, c'est sûr, quand on est dans une structure pro, on est bien accompagné. J'avais un responsable de préformation bienveillant, très bon dans le management, qui a rapidement compris ma personnalité, etc. J'ai été super bien drivé. Si j'avais pas de solution, j'allais en chercher une chez lui. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi, la différence entre les clubs pro et les clubs amateurs, c'est de pouvoir être bien entouré. Il y a un encadrement suffisamment structuré pour... Et dans ces 2 premières années de reconversion, il y a une réussite particulière, il y a quelque chose dont tu es fier, où tu dis tiens, ça je suis fier, je peux dire c'est moi. Je suis fier de la relation que j'ai créée avec des garçons, puisque aujourd'hui je vais prendre le cas d'un garçon qui s'appelle Lenny Oro, que j'ai eu en préformation, qui est rentré il y a 2 ou 3 semaines chez les professionnels, et qui est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire du club, je pense, ou le 2e joueur. Donc ça, c'est une fierté de le voir comme ça, même si c'est le travail de tous les éducateurs, mais quelque part, c'est un petit peu Je suis fier de la relation que j'ai créée avec les joueurs. Je comprends. Pour avoir été entraîneur à plus petit niveau et bénévole, quand on les voit un peu plus grands... Quand on les voit un peu plus grands, mais après, moi, le message que j'aurais toujours fait passer, c'est que, et je disais ça dans le vestiaire, je m'en rappellerai toujours à Lambersart, c'est que mon but était de les recroiser dans 10 ans, et qu'ils soient comptables ou footballeurs, qu'ils n'aient pas changé, en fait. Que ça soit, parce que pour moi, c'était le plus important, c'est l'être humain avant le footballeur, quoi. Bravo pour le message, bravo, faut le dire. Et donc... Après, c'est quoi l'évolution pour toi une fois que tu fais ces 2 premières années? Quelle est la suite? Est-ce que tu commences à avoir de l'ambition dans ce métier-là? Non, parce que je prends une gifle.
Ah, ok. Je prends une gifle au bout de mes 2 ans. Je fais une rupture conventionnelle avec le club pour diverses raisons. Et je me retrouve sur le marché du travail, sans diplôme. Ouais, donc le club dans lequel tu t'étais engagé pour avoir une reconversion et tout, ça change complètement la donne, quoi. Et je fais 2 ans de reconversion et au final, il y a un désaccord. Et puis je me retrouve sur le marché du travail sans diplôme. Donc je dis bien sans diplôme en fait pour pouvoir travailler à temps plein. Donc j'ai le BEF, mais à l'époque il fallait avoir au moins le DES pour pouvoir postuler. Et là au mois de juillet, j'ai un coup de fil donc pour signer à Niort. Pour signer à Niort, donc le directeur sportif me fait venir, qu'il avait entendu parler de moi. C'était Pascal Plan qui était entraîneur de la Ligue 2 à l'époque, qui avait parlé de moi. Et je le remercie. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là quelque part, c'est peut-être aussi grâce à ça. Et donc voilà, je me retrouve à... Et donc c'est pour entraîner quel type d'équipe ? Les 17 ans nationaux. D'accord. Et en fait, comme je vais là-bas et je travaille en doublon avec quelqu'un. Donc voilà, je fais une année, on découvre la Coupe Gambardella et on fait un 8e de Gambarde. Donc on se fait sortir par le FC Nantes. Et c'est une année Covid. Ah oui, en plus. Voilà. Donc au mois de mars, je rentre chez moi. Et puis j'étais parti tout seul. J'avais loué un petit appartement là-bas. Et pareil, expérience humaine magnifique. Je retrouve pas mal d'anciens Lillois sur place. Mais bon, je suis tout seul, quoi. Loin de la famille. Ma femme est restée ce coup-ci, puisque les enfants sont déjà au collège et ainsi de suite. Donc voilà, je reviens au mois de mars, et puis après je signe à Moucron. D'accord. et quand tu reviens au mois de mars, il n'y a plus rien après. Je suppose que le contrat c'était 1 an à Niort. Qu'est-ce que tu te dis dans la tête ? Parce qu'il y a plein de gens pour qui Covid, ça a été vécu de manière très différente, de manière très variée même, j'allais dire. Toi, quand tu reviens chez toi, tu te dis quoi ? T'es content de revenir auprès des tiens ? Je suis déjà content de revenir. Ouais. Je suis déjà content de revenir. Après, le problème, c'est que le club de Niort ne veut pas financer mon DES. Donc, encore une fois, on se retrouvait sur le marché du travail quelque part sans le diplôme qui me permet de travailler. Donc, bon. Et c'est pour ça que je bifurque vers la Belgique. Je rentre chez moi. Je suis très content de rentrer chez moi déjà. Je me doute. Pour retrouver ma famille. Et puis, je fais une saison avec les U16 donc à Moucron, où là, je m'inscris aussi en formation en Belgique. Et puis, changement de direction au LOSC à la fin de l'année. Jean-Michel Vandame retourne au centre de formation et il me rappelle la personne qui était venue me chercher quand j'avais 13 ans. Ok, oh, putain, c'est énorme. Voilà. J'adore l'histoire. Non, l'histoire est incroyable. Comme je suis en train de la raconter, je me dis que jusque maintenant, j'ai eu une petite étoile. Ouais, bah oui. Puis tu l'as dit quand on a parlé des rencontres et c'était pas fait exprès, voilà, dans le portrait chinois, mais tu l'as cité et quelque part. On va pas dire que la boucle est bouclée parce que j'espère pour toi qu'il y a d'autres boucles aussi, mais ouais. Voilà, c'est une belle parenthèse, on va dire, voilà, c'est ça. Et donc quand on te propose de revenir pour quelle équipe ? Adjoint de la réserve. Okay. Donc je me retrouve adjoint donc avec Stéphane Pichot avec qui j'ai joué à Moucron. Donc je me retrouve adjoint, on fait la Youth League puisque Lille était qualifiée en Ligue des Champions, donc forcément on avait la possibilité de faire la Youth League. Donc ça se passe super bien. La Youth League, faut l'expliquer, c'est la Ligue des Champions des petits en fait. Voilà. Quand Lille jouait Séville, nous on jouait Séville chez les jeunes. Okay. Donc voilà, superbe expérience. Au mois de décembre, on me retire un petit peu pour pouvoir travailler sur l'individualisation. Et ça veut dire quoi alors ça, l'individualisation ? C'était mettre du travail un peu, tu sais, spécifique, en fonction des manques, en fonction mais aussi des forces, travailler là-dessus de façon un peu plus individuelle. Donc quand tu dis les manques, c'est les manques au niveau technique ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et physique, technique ou physique, non, il y avait un peu Okay. C'était de mettre une programmation en place, etc., faire une batterie d'exercices. Enfin, il y avait un projet vachement lourd, donc le club a décidé de m'enlever de l'équipe réserve. Donc je fais ça 2 mois et au bout de 2 mois, la direction, donc le président, en accord avec le coach Gourvenec, décide de m'aspirer chez les pros pour pouvoir aller faire ça aussi chez les pros. Et au moment où on t'appelle pour ça ? Exact. C'est quoi ? C'est la même chose que quand t'allais avec de la réserve aux professionnels ? Ouais, si, j'ai toujours, parce que je fais toujours le petit feedback en me disant, il y a 1 an, t'étais là. Ouais. Donc là, il y a 1 an, j'étais en train d'entraîner les jeunes à Moucron et 1 an après, je me retrouve à faire des séances à Renato Sanchez ou à des top joueurs, quoi. Ouais. À des top joueurs. Donc des fois, tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ok. Mais je garde pas ça très longtemps parce que je me rappelle mon manque d'ambition à l'époque et qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir voir les choses différemment. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que si tu te mets tout le temps dans un mindset où
tu tires vers le bas en disant là tu l'as fait pour bien vivre la chose, mais derrière après tu te projettes quand même. Voilà, et au bout de 3 mois, tu te dis ok, mais maintenant je voudrais... Normal. Mais non, donc superbe expérience, vraiment expérience magnifique. Et justement quand on a ce côté... terre à terre et réaliste que tu as, quand tu te retrouves avec des joueurs comme Renato Sanchez ou d'autres de l'équipe première du LOSC, est-ce que comment tu fais pour pas justement avoir cet élément-là, parce que lui il pourrait dire c'est qui ce jeune homme, je le connais pas, justement comment tu te positionnes pour qu'il fasse en sorte que ils adhèrent à ton travail? La première des choses, c'est aussi c'est ma personnalité qui fait que quand je leur parle, alors c'est sûr que c'est différent que lorsque vous parlez à un jeune de la formation, mais c'est un métier complètement différent. Aujourd'hui, je ne vais pas leur expliquer comment faire un contrôle ou faire une frappe parce qu'ils le font 100 fois mieux que moi. Mais par contre, sur le rôle d'entraîneur, aujourd'hui, je pense être beaucoup plus légitime qu'eux. Donc je dissocie vraiment les choses et puis après quand ils vous testent il faut pouvoir répondre présent quoi. Ok. Et par exemple de choses dont tu peux parler bien sûr, mais comment ils te testent, c'est quoi quand je veux dire quand ils te testent, c'est pas eux qui vont te tester, mais toi dans ta mise en place de l'exercice faut pas te louper. La première impression est déjà très très importante tout le temps. Donc voilà, donc si je peux donner un petit conseil, premier exercice, faites quelque chose que vous avez déjà fait. Ok. Très bon conseil. N'allez pas innover quand vous êtes dans un moment de doute entre guillemets, ou en tout cas où vous êtes testé une première fois quoi. C'est ça. Ouais. Et donc ça se passe comment justement comment tu crées la relation, puisque tu arrives les premiers jours, eux ils te connaissent et puis j'arrive à 3 mois de la fin en fait en plus. Donc il faut que je m'intègre rapidement au staff, il faut que je m'intègre rapidement aux joueurs. Ça passe encore une fois par cette intelligence relationnelle, c'est mon passé, mon vécu dans les vestiaires qui fait que il y a certains joueurs ça va passer tout seul. Ça s'explique pas, c'est du feeling. Et d'autres avec lesquels vous savez qu'il faut vous ouvrir la porte, passer du temps. Et des fois, avec certains joueurs, j'ai passé du temps à jouer au tennis-ballon au départ, pouvoir essayer de créer quelque chose. Et puis après, forcément, c'est un peu plus simple. Ce que tu veux dire, c'est que tu vis avec eux pour justement créer ce relationnel. J'essaye d'être le plus proche possible. Ça fait partie de ma nature. C'est quelque chose que, de toute façon, je pense que je ferai tout le temps. J'essaie d'être proche parce que j'aime bien ressentir les choses. Ok. Et tu sers un peu je vais pas dire de confident, mais en tout cas, ils viennent parler avec toi quand ils ont des moments peut-être un petit peu plus difficiles. Non. C'est pas, non, parce que je veux pas non plus rentrer là-dedans et moi, il faut que je reste, vu ma fonction, il faut que je sois le plus neutre possible. Et non, on a des échanges, mais rien à voir avec le foot. Ok. Et c'est quoi ton quotidien justement d'entraîneur individualisé? Enfin, je ne sais pas quel est le terme exact, mais quel est ton quotidien? C'est quoi une journée type entre guillemets, même si je suppose qu'il ne doit pas avoir de journée type, mais en tout cas, comment ça se passe? Tu viens à l'entraînement avec eux et il y a 2-3 joueurs qui viennent avec toi? Ça dépendait en fait. Il y a la partie aussi. Ce que je faisais, c'est que je faisais les entraînements chez les pros et le mardi après-midi et le jeudi après-midi, j'étais aussi à la formation. Donc ça représentait à peu près 7 séances par semaine. Donc déjà, il y a la conception des séances. Il y a aussi tout le suivi individuel. Donc déjà, il y a l'évaluation, puis ensuite, il y a la planification. Donc c'est tout ça qui prend pas mal de temps. Aujourd'hui, on passe autant de temps sur les terrains que sur un ordinateur. J'imagine. Quand tu dis suivi individuel, c'est suivi par rapport à des exercices que tu as fait, tu vois s'ils ont une progression de semaine en semaine, c'est par rapport à des statistiques sur le terrain, ça se passe comment? Il y a un peu tout. C'est déjà au départ, c'est un scanner, entre guillemets, où le joueur, on fait une évaluation au moment où, en début de saison, quels sont ses manques, quels sont ses points forts. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on met en place une planification qui va durer des fois quelques semaines. Si c'est acquis plus tôt, dans ce cas-là, on passe à autre chose. Et on se fixe des objectifs pour la fin de saison. Ok. Et en arrivant comme ça à 3 mois de la fin de la saison, est-ce qu'on t'a donné des missions spécifiques, même si on n'a pas besoin d'en parler, mais en tout cas, comment ça se passe cette mission qui est en fin de saison? En plus, on sait que c'était pas dans une période, c'était pas la meilleure période du LOSC de ces dernières années. Justement, comment on se motive et comment on se crée des objectifs ambitieux pour toi en tout cas? Moi, j'ai pris les 3 mois là.
j'étais très motivé. J'étais déjà très motivé, donc la motivation, voilà, ça n'a pas du tout été un problème, et on s'est mis rapidement au travail. Le principal, c'était rapidement avoir la confiance des joueurs, et ça s'est plutôt bien passé. Et en étant à ton poste, tu te retrouves sur le terrain le jour du match, lors de la préparation, lors de l'échauffement? Ouais, j'ai pu accompagner, voilà, sur les derniers matchs l'équipe même à l'extérieur, donc forcément ça a été aussi une bonne expérience. Ouais. Et justement, tu le vis comment, toi, en passionné de foot qui s'est battu pour faire sa carrière au démarrage, où tout n'a pas été tout cuit dans ta bouche, quand tu te retrouves comme ça sur le terrain le samedi ou le dimanche avec 40 000 ou 50 000 spectateurs? C'était important pour moi justement de le faire pour que je puisse me dire ok, ça c'est fait, et tu dois passer à autre chose maintenant, parce que ça reste quelque chose d'intimidant au départ. Les premières à vous retrouver là, au grand stade, en plein milieu, et il y a plein de trucs qui gravitent autour de vous, en fait. Il y a plein de paramètres, il se passe plein de choses, il y a plein de monde, et c'est important de le découvrir pour pouvoir faire en sorte que ça devienne quelque chose de naturel. Oui, il faut le vivre. Pour que ça devienne un normal, un voilà, rituel, que ça devienne quelque chose de normal, et qu'après, voilà, au départ... Et maintenant que tu as des enfants plus âgés et tout, qui peuvent prendre conscience de ce que tu vis, c'est quoi leur regard par rapport à toi? Parce que souvent, on se pose pas trop la question des enfants par rapport... Mais il y a de quoi être fier. J'ai papa sur le terrain le samedi ou le dimanche et avec les joueurs pros. Je pense qu'ils le sont, je l'espère. Après, moi, en tant que papa, j'étais content, par exemple, lors de la dernière journée, de pouvoir... les prendre avec moi, les amener au vestiaire, et d'être au bord de la pelouse sur le feu d'artifice. Et là, ça a été un moment agréable de me dire, j'ai vu qu'ils avaient apprécié, et là, le papa, il était fier de pouvoir faire ça, quoi. Ouais. C'est juste c'est une petite satisfaction personnelle. Je me doute que tu étais presque plus fier en tant que papa qu'en tant qu'entraîneur. Tellement, ah oui, c'est le côté l'entraînement. Je m'en fous. C'était de pouvoir faire vivre à mes enfants un truc qu'ils avaient envie de vivre, et voilà. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'eux, ils ont une ambition particulière, ou voilà, ils font du foot et ils sont contents? Non, j'ai une fille qui fait du volley, j'ai mon fils qui joue dans un petit club à côté de la maison, et il n'y a aucune ambition, et je veux personnellement, je souhaite même qu'il n'en ait pas, et qu'il travaille bien à l'école, et parce que c'est un milieu trop complexe qui fait aussi des dégâts, dans lequel vous n'êtes jamais sûr de pouvoir continuer, peu importe, performant, pas performant. Il y a trop de paramètres extérieurs pour pouvoir... Alors, j'ai pas assez d'expérience dans d'autres métiers, mais si vous travaillez bien à l'école, vous êtes récompensé, souvent. Dans le foot, vous pouvez très bien travailler et pas être récompensé. Ce que tu dis, ça rejoint les grands groupes, dans les grandes entreprises, où effectivement, il y a des personnes, des fois, ils se disent pourquoi moi j'évolue pas? Tout simplement parce qu'il y a des jeux de pouvoir. Et c'est ça. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, dès qu'il y a beaucoup d'ambition à des endroits, c'est pas toujours, effectivement, là où tu as raison, le mec ou la personne ou la dame qui travaille le mieux qui sera récompensé. Dès qu'il y a du pouvoir, de la notoriété et de l'argent, ça reste des climats où c'est pas forcément super évident d'évoluer, ou même de bien s'y sentir. Ça reste un monde à part. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que le football a évolué complètement. Avant, vous aviez des présidents qui étaient, que c'était leur club, leur vie, ils mettaient leur denier personnel, etc. Aujourd'hui, ce sont des actionnaires qui sont là pour faire de l'argent, qui vont faire 2 ans, 3 ans. D'autres vont venir avec des personnes de confiance, c'est ce qui est complètement normal. Et ça tourne tout le temps. Donc ça reste quelque chose de très compliqué. Ouais, c'est clair. Si je devais te demander, en l'état actuel des choses, une de tes plus belles fiertés de ta carrière, que ce soit celle de footballeur ou celle d'entraîneur, tu dirais quoi? Ou est-ce qu'il y en a 2, 3 qui viennent comme ça? De joueurs, oui. Ouais. C'est le match qu'on gagne ici à Moucron contre Anderlecht, où pendant 10 secondes sur le terrain, je me dis, le stade est plein, on est en train de battre Anderlecht 4-1, et je me dis, ok, t'as réalisé ton rêve de gamin. Donc ça restera gravé à vie. Et en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, j'ai plusieurs souvenirs, mais l'expérience que j'ai vécue là lors de ces 3 derniers mois, je trouve que c'est quand même quelque chose à part.
Ouais, il y a de quoi le dire. C'est quoi l'avenir pour toi? Alors, au moment où je te parle, j'attends, je devrais savoir d'ici une semaine si je reste là ou si je retourne à la formation. D'accord. Donc les deux me vont puisque dans mon développement personnel et voilà, c'est quelque chose de, ça sera, que ce soit à la formation ou chez les pros, ça sera quelque chose de très enrichissant. Je serai au LOSC encore, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Pour moi, ça va faire je raconte pas de bêtises, ça va peut-être faire 15 ans peut-être que ma 15e année sous le maillot du LOSC, alors avec des coupures. Avec des vraies coupures, mais proche de ma famille. Et puis voilà, après on verra. Aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est comme ça. Demain, ça peut être complètement différent. Ça bouge tellement. Il n'y a rien d'acquis en fait. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut aussi redire aux gens, parce que les gens pensent que comme c'est un milieu favorisé, entre guillemets, où il y a de l'argent, c'est facile et autres. Non, j'imagine que c'est même des fois plus difficile que dans d'autres milieux. C'est très complexe. C'est très complexe parce que ça fait partie... Alors, il n'y a pas que le milieu du foot, il y a la politique, où on était tous médecins peut-être pendant le Covid aussi. Effectivement. Mais aujourd'hui, le foot, ce qui est compliqué, c'est que... Tout le monde a un avis, et des personnes par exemple qui n'ont jamais entraîné vont avoir un avis sur des entraîneurs qui ont fait 10, 15 ans, qui ont passé tous leurs diplômes, etc. Et alors dans la politique c'est pareil, dans la politique, et pour les médecins je pense que c'est pareil, on est tous un peu médecins, mais c'est un milieu plus complexe qu'on ne croit, il y a une pression terrible. Aujourd'hui les entraîneurs numéro 1, il est plus que normal qu'ils soient bien rémunérés vu la précarité du métier, vu la pression mentale et physique. Aujourd'hui quand vous voyez ce qu'ils peuvent prendre sur les réseaux sociaux, c'est quand même violent. Alors on a beau dire qu'on ne regarde pas, etc. Mais il y a toujours quelqu'un qui va venir vous rapporter l'information, la pression en interne. Aujourd'hui l'entraîneur du foot, de foot d'une équipe première, c'est pas qu'un entraîneur, quoi. C'est un manager général. Il y a une vingtaine de mecs à manager. Il doit être fort en communication, il doit être politicien, il doit être très bon sur le plan tactique. Enfin, il y a énormément de métiers, quoi, finalement, en un. Oui, c'est vrai. Sur un poste. C'est des vrais couteaux suisses, ils sont obligés. Ils doivent... par rapport à il y a quelques années, on les juge devant les médias, alors que c'est pas un travail facile de se retrouver au micro avec des questions qui fusent à différents endroits. Ils doivent se retrouver, tu l'as dit, gestionnaire d'hommes, et donc être très fort dans la relation avec les uns et avec les autres, gérer des frustrations. En plus, derrière, je suppose qu'il y a des agents et autres qui doivent jouer aussi des coudes un petit peu. Enfin, c'est vraiment un métier hyper difficile, et c'est ce qui m'a fait plaisir quand j'ai eu ton contact pour pouvoir te recevoir, parce que parler de ça, c'est la phase un petit peu cachée, et c'est aussi de dire il faut aussi de temps en temps en parler, quoi. C'est pas évident. Non, faut pouvoir parler plusieurs langues. Ouais, exact. Donc au final, voilà, quand vous faites la somme de toutes les compétences qu'il faut pour vraiment aujourd'hui, pour être un très bon entraîneur, c'est plus que normal, entre guillemets. Alors, je viens d'un milieu d'ouvriers, donc c'est pas moi qu'on va expliquer entre guillemets les valeurs de l'argent, mais je trouve pas ça déconnant, voilà, que les numéros 1 gagnent une certaine somme, parce que le travail est monstre. Puis ils sont sur un siège éjectable. À tout moment. Quelques matchs, ils peuvent vite... À tout moment, on pouvait finir deuxième et être viré. Ouais, c'est clair. Ou même champion et être viré. Ouais, c'est clair. Et si je te demandais un rêve en tant qu'entraîneur, un truc, si tu dis tiens, vas-y, je peux réaliser mon rêve, ce serait... Et quand on dit rêve, on n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un ou machin, c'est justement une ambition lointaine. Là, c'est le côté terre-à-terre qui bloque le rêveur. Non, j'ai pas de rêve. Ouais. J'ai pas de rêve, j'ai pas de limite. Ok. J'ai pas de rêve, j'ai pas de limite. Par contre, j'ai un souhait, et je sais pas si ça pourrait se réaliser. C'est d'entraîner une fois, au moins 1 an, voilà, sur les terres de mon père, et parce que j'adore leur façon de vivre, j'adore leur façon de s'exprimer, voilà. Donc les terres de ton père, c'est en Italie. Et est-ce qu'il y a un club en particulier qui sont vraiment proches des terres de ton père ? Alors si ça peut être la Roma, ça serait... Mais je veux dire, même chez les jeunes, quoi. C'est de passer 1 an, ou même si c'est une série C ou une série D à côté du village. Enfin voilà. Faire 1 an pour histoire de l'avoir vécu, parce que je pense que au plus on bouge, plus fort on revient à chaque fois. Ok, je comprends. Eh ben écoute, Sébastien, vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je vais en profiter pour faire un vrai clin d'œil à Mehdi, il se reconnaîtra. C'est lui qui nous a mis en relation. Vous étiez ensemble au collège. Voilà, donc
En plus, c'est l'occasion pour toi de lui dire salut. Donc, c'est cool. Vraiment, merci. Ça a été un vrai bon moment. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est de pouvoir te suivre. Et donc, peut-être en janvier, février de l'année prochaine, savoir un petit peu où t'en es, parler, ne serait-ce que 10 minutes, de dire tiens, bah voilà, on a parlé de ça. Bah, j'ai telle ambition, il y a ça qui a changé. Et ça, je trouve ça génial. Donc, au plaisir de te recevoir à nouveau. Bah, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir, tu vois, je viens de retracer ma vie, je sais pas en combien de temps, mais... Allez, 50 minutes. En 50 minutes, donc voilà, c'est toujours bien de voir d'où on vient et de savoir où on veut aller. Et tant mieux si ça fait une belle histoire pour toi à partager avec tes proches. Bah, c'est gentil, merci. C'est top, au plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.